Bonjour à tous, je m'appelle Marie Villet, je suis recruteuse chez Zenka et mes grandes passions dans la vie, c'est la bière et le métal. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @marie_villet si vous voulez en savoir plus. Mais je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour vous parler d'un sujet très intéressant qui est la détection des mensonges. Alors déjà, pourquoi ce talk? En fait, je me suis toujours beaucoup intéressée à l'étude des comportements, à l'étude des sciences humaines, la manipulation et les mensonges. Et comme beaucoup d'entre nous, je me suis déjà fait avoir par des menteurs, que ce soit au niveau pro et perso, et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir vu. Donc j'ai commencé à lire sur le sujet, beaucoup de choses, des choses intéressantes comme des choses beaucoup moins intéressantes, que ce soit des témoignages d'anciens agents du FBI ou des personnes qui ont travaillé dans les aéroports par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 astuces pour détecter les mensonges. La première, c'est celle à laquelle on pense en premier, c'est de lire les mensonges sur le visage et sur le corps par rapport aux expressions et aux gestes. Elle est très connue parce qu'elle a été mise en valeur par Paul Ekman dans un livre et a été repris dans une série qui est mondialement connue qui s'appelle Lie to Me. C'est aussi pour ça qu'on connaît cette méthode. Alors, pour être clair, il y a autant d'études scientifiques qui prouvent que ça fonctionne et qui prouvent que ça ne fonctionne pas. Donc, autant vous dire que c'est pas une méthode miracle. Pour ma part, j'ai suivi une formation de 3 jours sur ces méthodes-là. Et j'en ai pas retiré grand-chose dans le sens où c'est très biaisé. On regarde des vidéos où on sait que les personnes ont menti, donc il est très facile de voir des choses que l'on n'aurait pas vues si on ne savait pas qu'elles mentaient. Bref. Pourquoi c'est une méthode qui ne marche pas forcément? Déjà, il n'y a pas de langage corporel universel. On a tous une manière de réagir aux événements, une manière d'être tout simplement, et c'est démultiplié par notre pays d'origine, notre culture et notre éducation. Donc il est difficile de dire, par exemple, si je bouge le sourcil droit, ça veut dire telle chose, sachant que personne ne réagit de la même manière. Un exemple assez courant, quand on stresse, on réagit de manière différente. Moi, par exemple, je ne bouge pas. D'autres auront tendance à tripoter un bijou, une boucle d'oreille, ou à bouger une jambe ou quoi que ce soit. Donc voilà, chacun réagit de manière différente. En plus de ça, généralement, pour avoir un indice, si la personne ment ou pas, il faut une combinaison de micro-expressions. C'est-à-dire qu'une seule micro-expression ou qu'un seul geste ne suffit pas à avoir un indice, il en faut énormément. Et c'est pas facile à voir car ça dure un millième de seconde. Donc voilà. En plus, il faut énormément d'entraînement. Pour voir en temps réel sur le visage de quelqu'un qui est en train de vous parler des centaines et des centaines de micro-expressions, croyez-moi, il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup d'heures d'entraînement. Et souvent, on part avec un a priori sur la personne et sur le discours qu'elle nous donne, que ce soit bon ou mauvais, et du coup, on aura tendance à interpréter de cette manière-là ce que l'on voit. Donc, à éviter. En plus de ça, c'est très difficile sur une personne inconnue d'interpréter ces micro-expressions parce qu'on n'a pas de référentiel, comme on peut avoir sur des personnes connues. Par exemple, vos enfants, votre conjoint, vos amis, vous les connaissez. Vous savez un petit peu quand ils essaient de vous manipuler ou quand ils essaient de vous mentir parce que vous les avez déjà vus faire. Personne inconnue, c'est beaucoup plus compliqué. Pour conclure sur cette méthode, c'est la plus connue, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais sincèrement, c'est pas la plus facile, la plus rapide et la plus efficace. On va en voir 2 autres qui pourront peut-être vous aider. La deuxième technique, c'est du bon sens. C'est écouter et creuser le discours de la personne que vous avez en face de vous. Soyez le good cop. Construisez un échange avec la personne. Si quelqu'un est en train de vous mentir, il faut le mettre à l'aise, il faut l'encourager à continuer dans son mensonge et à continuer dans son histoire. Les gens ont plus tendance à se confier à des gens qui sont empathiques qu'à des gens qui ne le sont pas. Donc essayez de construire la confiance avec la personne avec laquelle vous parlez. Surprenez-la, posez des questions inattendues. Une personne qui ment aura bien préparé son histoire et aura préparé des questions éventuelles qu'on aurait pu lui poser. Et bien poser des questions qui sortent de l'ordinaire et auxquelles elle ne s'attend pas. Par exemple, en entretien de recrutement, j'ai tendance à poser la question: est-ce que vous faites de la veille technique?
Question assez simple, on s'y attend un petit peu. Et j'ai tendance à creuser. Sur quel médium vous faites votre veille? Quelle est la chose que vous avez apprise, la dernière chose que vous avez apprise? Citez-moi un projet open source qui vous inspire. Quelles ont été les dernières nouvelles qui vous ont plu? Ce genre de questions, on s'y attend pas forcément et on n'a pas tendance à les préparer. Donc, il est intéressant de voir comment la personne réagit à ce genre de choses. Écoutez plus que vous ne parlez. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec les blancs dans une conversation et qui auront tendance à parler pendant ces blancs. Et du coup, plus la personne va parler, plus elle va se vendre et vendre son mensonge. Donc, vraiment, laissez des blancs et écoutez la personne. Creusez ses réponses par d'autres questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de creuser encore plus, d'aller encore plus loin et de voir jusqu'où la personne va dans son mensonge pour éventuellement trouver une faille quelque part. Et c'est tout bête, on n'y pense pas. Faites répéter l'histoire de votre interlocuteur à l'envers. En fait, quand on crée une histoire, on l'a dans un sens et on a vraiment chaque détail les uns après les autres. Quand on a vraiment vécu quelque chose et qu'on se la remémore, on a tendance à se remémorer d'autres détails, d'autres choses, à partir dans plusieurs sens. Quand on l'a inventé, c'est très linéaire. Donc vous allez voir en faisant répéter l'histoire à l'envers ou à partir d'un autre point, comment la personne redit l'histoire encore une fois. Ça me fait penser aussi à quelque chose dans les séries policières. Quand on a 2 ou 3 personnes qui sont interrogées exactement sur la même chose, mais dans des pièces séparées. Quand elles ont préparé l'histoire, elles donnent l'histoire exactement de la même manière. Alors que quand on a vraiment vécu les choses, on l'a vécu avec ses propres émotions. Donc on aura tendance à dire des choses complètement différentes des autres personnes qui l'ont vécu. C'est un peu la même chose. Donc voilà. Pour conclure, on va utiliser son bon sens, on va écouter, creuser, aller fouiner un peu, mais de manière bienveillante et en essayant de construire un échange avec la personne. La troisième technique, c'est de vérifier ce qui est vérifiable. Encore une fois, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas forcément. Déjà, faites attention aux détails qui sont vérifiables. Il y en a plein, ça peut être des petites choses comme des plus grosses choses. Par exemple, aux États-Unis, lorsque les nouveaux détenus arrivent en prison, les plus anciens détenus ont tendance à essayer de checker leur histoire, savoir s'ils mentent, s'ils sont des policiers ou non. Et une des premières questions qu'ils leur posent, c'est d'où tu viens, de quel état tu viens, de quelle ville tu viens et combien de temps tu as mis pour venir ici. Il est facile de dire je viens de telle ville, de tel état, etc. Mais il est moins facile de répondre du tac au tac en disant j'ai mis 3 heures, 5 heures, 10 heures, je suis venu en avion. Parce que c'est des choses dont la personne va réfléchir si elle a menti. Donc voilà, ça peut être des détails comme ça. Ça peut être le nom des personnes avec qui elle a travaillé, le nom des personnes avec qui elle était, la rue dans laquelle elle se trouvait lors de son histoire. Vraiment des petits détails. Les détails en question, vous n'êtes pas obligé de les vérifier. Ça va permettre aussi de voir comment la personne réagit face à ce genre de questions. Et vous, votre réaction? Ça c'est simple. Même si vous voyez que la personne est en train de vous mentir et de donner des détails qui ne sont pas vrais, gardez votre calme, ne la faites pas remarquer, ne faites pas remarquer que vous avez trouvé une incohérence, mais continuez à creuser davantage pour ensuite montrer à la personne que vous avez compris que c'était un mensonge. Merci beaucoup de votre attention. Pour conclure, vous l'aurez compris, détecter les mensonges, il n'y a pas de méthode miracle, sinon ça se saurait et ça serait trop beau. Il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a beaucoup de bon sens et aussi de savoir et de se permettre d'aller creuser et d'aller fouiller le discours de la personne que vous avez en face de vous. Et pour finir, un petit bonus, c'est quoi un bon mensonge? Comment bien mentir? Les bons menteurs, généralement quand ils mentent, c'est un petit mensonge entouré d'une grosse vérité. Plus vous avez de détails vrais dans une histoire, plus il est facile d'y glisser un mensonge, et moins il sera détectable. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui, mais je le suis à distance.
Toujours, vous pouvez me suivre sur Twitter, posez vos questions, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Bonne journée, au revoir.